La chute du système bancaire traditionnel. Un protocole crypto perd près de 200 millions de dollars. De l'autre côté, il y a un potentiel airdrop à 5 chiffres qui vient de tomber. Ça fait plaisir. Ce sont aussi les belles nouvelles du bear market. Et dans ce sens, je vais faire une grosse annonce que tu vas kiffer. On va également parler d'une tendance méconnue à suivre de très très près. Mais avant ça, je te partage les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Si vous en faites partie, contactez-moi par mail. Maintenant, frérot, tu connais, hein? Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech, et c'est parti. C'est officiel, frérot. Le airdrop tant attendu d'Arbitrum est tombé. Il est enfin arrivé. Dans le club alpha, il y a plusieurs personnes qui l'ont eu. Il faut savoir que le ARB doit être lancé la semaine prochaine. On ne connaît pas encore le prix, mais certains pensent que le prix pourrait être entre 2 et 3 dollars. Si c'est le cas, ce sera un airdrop juteux qui fait plaisir. L'avenir nous le dira, mais il faut savoir qu'avec Aptos, on avait littéralement reçu un SMIC en airdrop, si ce n'est plus. Et la grosse annonce que je voulais te partager, c'est que vendredi dernier, on a fait un live dans le Club Alpha où notre expert en airdrop nous a partagé les prochains qui pourraient tomber. On a également décidé de rajouter la verticale airdrop au braquage crypto. Parce que là, c'est un peu calme, on n'a pas fait de braquage crypto depuis, on est un peu en mode observation. C'est pour ça que pour compenser ce manque de braquage, on va commencer à partir activement à la chasse aux airdrops. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, dès que je participe à un airdrop, je vais te partager toutes les opérations que je mets en place. Comme ça, si tu ne sais pas comment faire, tu pourras tout simplement regarder la vidéo et recopier les actions que je fais pour te positionner sur ces airdrops. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces airdrops sont gratuits. C'est-à-dire que pour quelques actions gratuites, tu peux recevoir plus de 1000 dollars en cadeau. Après, je vais pas te mentir, j'y croyais pas avant que je reçoive mon premier airdrop. Et j'aimerais quand même nuancer en disant que quand on participe à un airdrop, la garantie de celui-ci n'est pas à 100%. Et parfois, derrière un beau airdrop à 4 ou 5 chiffres qu'on reçoit, il y a aussi plein d'airdrops qu'on ne reçoit pas ou qui sont minimes. Là, on évolue dans un univers incertain. Je tiens à te prévenir, frérot. Mais si tu es aligné avec ça, si tu as bien compris, tu peux rejoindre le club alpha avant que le prix n'augmente, parce que là, on augmente en valeur. Et en rejoignant le club, tu auras également accès à toutes les crypto-pépites que je partage, le résultat des expériences qu'on met en place dans le labo crypto et toutes les vidéos des airdrops qu'on va faire. Sur BitGet, il y a des pépites. En parlant d'Arbitrum, là, tu peux te positionner sur leur launch pool pour recevoir de l'ARB. Ils comptent même faire un airdrop de SUI. D'ailleurs, SUI, c'est un gros projet qui pourrait faire un airdrop potentiel à 4 chiffres. Alors, tu l'as bien compris, rien n'est sûr. Mais parfois, on remarque que les projets qui lèvent le plus de fonds sont ceux qui font les airdrops les plus intéressants. Aptos avait levé énormément, SUI a levé 300 millions en 2022 et ça se comprend parce que par exemple si tu lèves 300 millions, tu peux bien allouer quelques millions pour faire un airdrop à 4 chiffres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grand chose. Bref, pour finir avec BitGet, en termes de sexe, j'avoue qu'ils gagnent de plus en plus de points positifs à mes yeux car on voit vraiment qu'ils veulent être à la pointe de l'innovation en mettant à disposition les crypto-pépites le plus rapidement possible à leurs utilisateurs. Donc si ça t'intéresse, je te mets mon lien en description, mais attention, encore une fois, ce n'est pas pour les pleureuses, c'est uniquement pour les personnes qui ont conscience des risques, qui ont conscience que dans la crypto, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme personne ne peut prédire l'avenir,
À titre perso, je préconise l'utilisation des SEX avec grande parcimonie. Ma règle, c'est pas plus de 20% de son capital sur les SEX, car les SEX, pour faire simple, ce sont des banques version crypto. Et les cryptos que tu déposes sur ces plateformes centralisées comme Bitget, Binance, Bitget ou Co ne t'appartiennent pas. Not your keys, not your coins. Alors certes, ils ont des avantages dans le sens où ces derniers peuvent s'avérer être une porte d'entrée vers la crypto assez simple pour les débutants ou même assez pratique pour les personnes qui souhaitent avoir des cryptos qui sont sur des blockchains qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Mais il faut aussi rapidement apprendre à utiliser les plateformes et les outils DeFi et notamment les cold wallets comme Ledger pour avoir l'entière possession de ces fonds. On est d'accord? T'as bien compris, j'espère. Parfait, continuons. Euler Finance, c'est une grosse plateforme DeFi de prêt qui a été piratée pour une somme colossale de près de 200 millions de dollars, frérot. L'argent est gagné salement, les sommes sont colossales, tu connais. Mais là, on va revenir sur ça. Alors, le petit chenapan a perpétré une attaque flash loan. Un flash loan, pour faire simple, comme son nom l'indique, c'est un prêt éclair. Donc, c'est une pratique qui consiste à emprunter et rembourser un prêt en une seule transaction. C'est un peu complexe à mettre en place. Il me semble qu'il faut savoir coder. Mais parmi les cas d'utilisation des flash loans, on peut citer l'arbitrage dans le sens où ils peuvent être utilisés pour rapidement profiter d'opportunités d'arbitrage, pour spéculer sur les mouvements de prix sans mettre de collatéral. On peut aussi utiliser un flash loan pour faire du collateral swap. Par exemple, imaginons que tu déposes de l'Ether en collatéral pour emprunter de l'USDC. Si tu veux changer pour du Bitcoin, tu peux réaliser une flash loan. Une flash loan, c'est aussi malheureusement une manière de profiter des vulnérabilités de certains smart contracts et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de l'Euler Finance. Le chenapan a profité d'une faille dans leur smart contract pour voler des centaines de millions de dollars en crypto. Quelle est la situation actuelle? Euler, là, ils ont peur parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Donc là, ils ont donné aux pirates deux choix. Le premier, restituer 90% des fonds volés et en garder 20 millions en dollars. Le deuxième, faire face à des poursuites judiciaires. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Alors, je ne sais pas quelles étaient ses motivations, mais je pense que j'aurais choisi les 20 millions dans le sens où je préfère dormir tranquillement, sachant que j'ai 20 millions, qu'avoir le stress de savoir que je suis poursuivi par les autorités. En tout cas, dans la situation actuelle, le chenapan ne semble pas vouloir coopérer, donc Euler travaille avec des autorités des USA et du Royaume-Uni pour le traquer et retrouver l'argent volé, quoi. Affaire à suivre. Là, on peut voir que le hack de la plateforme Euler Finance met en lumière les dégâts que peuvent causer les attaques flash loan. Et pour se prémunir contre ces attaques, les développeurs font face à un challenge d'optimiser l'écriture du code des smart contracts, mais on peut aussi essayer d'optimiser les audits de sécurité. Comme la DeFi est certes présente depuis certaines années, mais c'est toujours un univers naissant, j'imagine que des améliorations sont en train de voir le jour petit à petit. En tant qu'investisseur, sachant que le risque zéro n'existe pas, un moyen de se protéger contre ce type d'attaque imprévisible et incertaine, c'est de souscrire à une assurance décentralisée. Alors là aussi, c'est un écosystème nouveau, mais je pense que c'est un secteur à suivre de très très près. Il y a plusieurs projets qui développent ce type d'assurance décentralisée. Moi, j'ai fait ma petite sélection que je suis en train de Dior. Je l'ai partagée dans le Club Alpha si ça t'intéresse. Mais de manière générale, quand je me projette sur le long terme, je pense qu'il ne pourra pas avoir d'adoption massive sans avoir de protocole qui propose des assurances décentralisées solides pour se prémunir contre ces risques, parce que le caractère risqué de la DeFi est aussi une pierre d'achoppement à l'adoption massive que nous souhaitons tant. Donc voilà, Dior les projets qui se positionnent sur la narrative de la sécurité et de l'assurance décentralisée, car selon moi, gros potentiel, NFA Dior, tu connais. C'est un coup de massue pour l'écosystème des NFT. Mais en fait, pas tant que ça, parce que cette nouvelle ne remet en aucun cas les fondamentaux du Web3 ou l'adoption massive qui est en cours.
Mais bon, je te la partage. On a appris que Meta a décidé d'arrêter son projet d'intégration des NFT au sein des réseaux sociaux Instagram et Facebook. Alors, ils n'ont pas cité les raisons. Peut-être qu'ils l'ont fait par manque de maturité du marché. Peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver le bon product market fit, ou peut-être même qu'il y a eu des conflits d'intérêts. Je ne sais pas. Mais de l'autre côté, on a une grosse entreprise Web 2 qui mise sur le Web 3. Salesforce. Salesforce, c'est un CRM qui a lancé Salesforce Web 3, qui est une plateforme de gestion des NFT pour aider ses clients, qui sont des entreprises, à créer des programmes de fidélité basés sur les NFT. C'est une nouvelle extrêmement bullish car ça va permettre aux entreprises de créer et vendre facilement des NFT tout en suivant l'activité de ces collections sur la blockchain. Donc le déploiement arrive après un programme pilote qu'ils ont pu réaliser avec quelques gros clients, dont une marque de vêtements et Mattel, qui est la société de jouets derrière Barbie et Hot Wheels. Et le problème qu'on peut voir auprès des entreprises, c'est qu'avec toutes les réglementations sur Apple et Facebook concernant les cookies, les entreprises, les marques ont de plus en plus de réticence à sortir des fonds pour investir dans la publicité payante. Et ça peut se comprendre. C'est pour ça qu'elles pourraient tout naturellement se tourner vers une approche Web3 basée sur les NFT. Donc ça fait plaisir. Il y a quelque chose que je te disais dans une vidéo précédente, c'est que dans le Web3, on ne parle pas de cookies, mais nos portefeuilles sont nos cookies. Parce que même si un portefeuille crypto garantit la pseudonymité si tu ne révèles pas ton identité, grâce à ton adresse crypto, on peut suivre ton activité. Et en agrégeant toutes ces données au sein d'un CRM, on peut avoir des données sur les tendances des utilisateurs. C'est pour ça que ce que Salesforce est en train de faire est très pertinent pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une stratégie Web3. Et quelques cas d'utilisation, on a appris que Mattel avait réussi à vendre 215 000 NFT de voitures digitales dans leur série NFT Garage Hot Wheels. Et il y avait certains NFT qui permettaient aux clients de gagner des produits physiques. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit aussi qu'ils mettent en place une stratégie digitale. Il n'y a pas le digital d'un côté et le physique de l'autre, mais les deux sont réunis. C'est hyper beau. Et il y a l'autre marque de vêtements que je t'avais cité, Scotch & Soda, qui a travaillé avec Salesforce pour lancer leur programme de fidélité NFT gratuit. Ça aussi, c'est un truc bullish. L'autre point extrêmement intéressant concernant Salesforce Web3, c'est qu'ils sont blockchain agnostique. Ils prennent en charge toutes les blockchains proof of stake, mais ils ont quand même pu voir que la majorité de leurs clients utilisent Ethereum et Polygon. Je dis ça, je dis rien. Ethereum, Polygon, normalement le Vocer fait des rapprochements. Tu vois ce que je veux dire, on est connecté, frérot. Et en parlant d'NFT, il faut aussi souligner que de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Cette semaine, on voit qu'il y a Nissan qui rentre dans le Web3. Il y a également Pokémon. Alors Pokémon, ils n'ont pas encore dit qu'ils se lançaient dans le Web3, mais on sait qu'ils sont en train de recruter quelqu'un qui a des connaissances NFT. Donc on va voir. Et je sais pas si tu te rappelles de l'époque Pokémon Go, ils étaient vraiment en avance sur leur temps dans le sens où il y avait eu un fort engouement autour de Pokémon Go et ils arrivaient déjà à mettre en place une expérience. C'était de la réalité augmentée parce que je crois que tu pouvais trouver des Pokémon avec ton téléphone et c'est même une sorte de métaverse en fait quand j'y repense. Donc on va voir, mais je pense que s'ils arrivent à sortir un produit ou une application extrêmement pertinente reliée au NFT, ça pourrait aussi agir comme catalyseur pour l'adoption massive. C'est quelque chose que je dis souvent, mais tu sais qu'on est ici pour ça, frérot. En tout cas, c'est tout pour moi. Ouais, en description, je vais te parler de l'effondrement du système bancaire. Alors reste bien branché parce que ça arrive dans la partie 2. Donc si c'est pas encore fait, frérot, abonne-toi à la chaîne et partage-moi tes retours en commentaire. Mets un petit j'aime pour donner de la support. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si la partie 2 est déjà disponible, tu la retrouveras en description.